Bonjour tout le monde, c'est à mon tour. Donc, c'est depuis Edmonton que nous vous présentons la prochaine intervention. Je m'appelle Xavier Archambault-Gauthier et je suis agent de développement au réseau Santé Alberta. Et je suis ravi aujourd'hui, ce matin, de représenter Edmonton. Avant de vous introduire notre prochain invité, permettez-moi de vous donner quelques petites indications pour que vous puissiez pleinement profiter de cette session. La présentation durera 60 minutes. 45 minutes seront dédiées à l'exposé, suivi d'une session de questions-réponses de 15 minutes. Je vous invite donc à noter vos interrogations sur les petites feuilles mises à votre disposition dans quelques minutes sur les tables que nous récupérerons durant l'activité. Mais, bonne nouvelle, grâce à sa grande générosité, notre premier invité est également disposé à répondre à quelques questions pendant la présentation. Cependant, en raison des contraintes logistiques, et vous comprendrez, des contraintes logistiques, une seule question par région pourra être acceptée. Et oui, désolé. Nous vous informons également que cette présentation est filmée et enregistrée et diffusée simultanément dans quatre salles en Alberta ainsi qu'en ligne. Si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, des zones spécifiques dédiées ne sont pas couvertes par les caméras, que ce soit dans les 4 régions. Et pour nous à Edmonton, c'est de ce côté-là. Pour l'instant, la caméra devrait rester toujours sur moi. Seulement pour la période des questions, peut-être. On verra. Mais je comprends. Mais assez parlé de règles. C'est maintenant avec un immense plaisir que je vous présente notre première intervenante, une personne au parcours très intéressante. J'ai appris à la découvrir. Et elle s'appelle Madame Dr. Julie Hildebrand. Et elle est médecin de famille, reconnue pour son expertise justement dans le domaine médical. Avec plus de 15 années d'expérience dans le domaine de la médecine, Dr. Julie Hildebrand s'investit de manière significative à la vulgarisation médicale. Parmi les principales actions, elle réalise des chroniques ici à Alberta, soit Radio-Canada, et mensuellement au journal Le Franco. Aujourd'hui, Dr. Hildebrand est ici pour partager avec nous son point de vue très intéressant sur la ménopause et l'andropause, un sujet particulièrement pertinent puisqu'il s'agit d'une phase immanquable dans notre vie. On n'y échappera pas. Sa pratique en médecine familiale, sa spécialisation dans les maladies chroniques et son engagement envers ses patients en font une voie incontournable dans ce domaine. Finalement, dans sa vie personnelle, elle aime faire de la natation et de la peinture. J'ai même appris qu'elle se passionne pour l'astrobiologie. Donc, sans plus attendre, je vous invite à accueillir en ligne chaleureusement Dr. Julie Hildebrand. Bon, écoutez, je suis désolée de ne pas être avec vous ce matin. C'était prévu. J'aurais aimé être en présentiel. Malheureusement, je me suis blessée à un pied et puis vous savez que c'est difficile pour un médecin de se tenir tranquille, mais il faut qu'il me tienne un petit peu tranquille. Donc, aujourd'hui, on m'a proposé un petit peu de parler de la ménopause, puis j'ai décidé de mettre dans le même panier l'andropause aussi, parce que c'est des sujets extrêmement sensibles. C'est sensible parce que c'est délicat. Les gens sont un peu mal à l'aise en général de parler de ça. Et puis, je vous dirais que grosso modo, quand les patients viennent au bureau, ils ne sont pas très bons. Ils ont de la difficulté à exprimer ce qu'ils vivent. Même quand on leur demande si ça vous fait mal où dans le ventre, c'est difficile. Donc, je pense que c'est vraiment important le mouvement qu'on vit en ce moment, de dire donner accès à un service francophone aux patients francophones. Parce que si en plus de ça, il faut franchir la barrière de la langue, donc ça devient extrêmement difficile. Donc, sur ce, laissez-moi aborder le sujet de la ménopause en premier, puis ensuite, on va à l'andropause. Et puis là, j'essaie de changer mon écran et ça ne veut pas.
Donc, la ménopause. Donc, la ménopause, c'est pas une maladie en soi, hein. La ménopause, c'est un changement de vie. C'est un processus naturel chez la femme. Ça marque toutefois la fin de sa vie reproductive. Ça veut dire qu'ensuite de ça, la femme ne pourra plus concevoir d'enfants. Euh, Officiellement, une femme est ménopausée après 12 mois complets et consécutifs sans règles. Donc, j'ai des femmes qui viennent au bureau, hey, ça fait 8 mois que j'ai pas eu de règles. Oui, ben ça pourrait recommencer. Aussi étonnant que ça semble, ça arrive. Donc, ce qui arrive dans le corps, finalement, c'est qu'une diminution de la sécrétion d'estrogène par les ovaires, et puis ça amène tous les symptômes dont on va parler par la suite. L'âge moyen, c'est de 45 à 55 ans. Moi, je vous dirais qu'en moyenne, c'est autour de 52 ans. Ça peut arriver plus tôt, hein, ça peut arriver vers la quarantaine. Je dis toujours à mes patientes, votre mère, vous, à quel âge est-ce qu'elle a cessé ses règles? À quel âge elle est devenue ménopausée? Et généralement, la fille va ressembler à la mère. Il y a certains facteurs de risque, je vous dirais, des habitudes de vie qu'on a qui font que ça peut survenir un petit peu à l'avance. Peut-être tabagisme, attention, tabagisme, la malnutrition, évidemment. Puis, ça peut être aussi la région géographique. Donc, les gens qui vivent en haute altitude peuvent débuter leur ménopause plus tôt. On dit que c'est précoce avant l'âge de 40 ans. Puis là, je vous mets un petit triangle rouge. Attention, attention. Pour le médecin, c'est important de chercher les causes là, parce que c'est pas quelque chose qui est typique. Donc, il faut voir pourquoi est-ce que ça arrive avant 40 ans. Est-ce qu'il y a une pathologie sous-jacente? Alors, il y a trois grandes étapes dans la ménopause. Il y a la périménopause, ce qui accompagne la ménopause. Ensuite, on a la ménopause en tant que telle. Puis ensuite, il faut apprendre à vivre avec et c'est la post-ménopause. Alors, je commence avec la périménopause aussi. Ça dure plusieurs années. Alors, je ne veux pas en décourager certaines. Ça peut durer jusqu'à 10 ans. La moyenne, c'est 7,5 années. Et ce qui le caractérise, c'est vraiment les cycles irréguliers. C'est la raison pour laquelle les patientes viennent consulter. On dit, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'étais régulière, j'étais comme une horloge. Là, j'ai passé 2 mois sans règles. Là, tout d'un coup, j'ai 2, 3 semaines de règles. Donc, évidemment, ça fait partie de ça. Ceci étant dit, il y a des femmes pour qui il n'y a pas de symptômes du tout. Donc, on a des cycles qui sont plus longs, plus courts, très abondants, rares. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Mais en fait, il faut vraiment avoir le 12 mois sans règles pour conclure à la ménopause. Donc, comme je dis, c'est pas une maladie, mais c'est très embêtant pour les femmes de ne pas être capable de prévoir ces choses-là. Bon, il faut aller en vacances, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est très embêtant. Et puis, je vous dirais que ce qui est très, très, très embêtant maintenant, c'est les bouffées de chaleur. Ça, c'est le symptôme qui est le plus souvent rapporté par les femmes, près de 85 euh, Écoutez, c'est très embêtant. Ça arrive à n'importe quel moment, des fois au travail, le soir, la nuit, ça empêche de dormir. Et puis ça, c'est causé évidemment par la fluctuation des hormones et aussi parce qu'on a un petit thermostat au cerveau qui restart, hein, qui se réinitialise. Et puis, en attendant, bon, ça peut provoquer ces espèces de changements de température-là. Dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vasodilatation des vaisseaux. Ça veut dire que les vaisseaux gonflent et puis ça dégage la chaleur, surtout au niveau du visage, du cou, de la poitrine. Ça peut donner des rougeurs, hein, des patchs de rougeurs, ça peut donner de la transpiration assez importante. Il y a des femmes qui me disent qu'ils sont obligées de changer leur pyjama au milieu de la nuit. Et puis, mais en général, c'est de courte durée. Donc, ça dure une demi-minute à 5 minutes, puis on passe à autre chose. Un autre petit bémol ici, il faut chercher d'autres pathologies. Il faut faire attention parce que quand il y a des femmes qui font que des sudations nocturnes très importantes et puis que ça s'accompagne avec une perte de poids, ben là, il faut chercher, on appelle ça des symptômes B en médecine, donc il faut chercher des causes. Est-ce qu'il y a un cancer? Est-ce qu'il y a un lymphome? Des choses comme ça. Donc, il faut être prudent. OK. Alors, maintenant, la ménopause, ben ça, c'est clair, on l'a dit, hein, c'est la période qui va suivre les dernières règles. Donc, après les 12 mois, c'est la ménopause. OK. Encore une fois, ce qui se produit, c'est qu'il y a une continuité des bouffées de chaleur.
Ça peut durer jusqu'à 20 ans. J'aime pas dire ça parce que ça décourage certaines, mais on va en parler. Il y a des solutions pour ça. Des sautes d'humeur. Moi, je vous dirais que chez les femmes, c'est surtout des sentiments dépressifs, un peu d'anxiété, ce qui amène parfois à l'insomnie, où il y a la difficulté de s'endormir ou de rester endormi de façon indépendante. Il y a de la fatigue avec ou sans insomnie. On a moins d'énergie, on est moins motivé. Euh, Chez les femmes aussi, il y a une prise de poids importante. Ça les dérange beaucoup. Ils ont toujours été minces. Puis là, ils se disent, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas changé mon alimentation. Je fais toujours un petit peu d'exercice. Je prends du poids. Ben, il y a des changements métaboliques qui viennent avec ça. Puis c'est la raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à améliorer sa diète et tout ça, mais il faut comprendre que ça survient à cause des changements qui sont liés à la ménopause. Il y a des femmes qui vont avoir de la sensibilité mammaire, c'est moins souvent. Ce qu'on va voir, par exemple, c'est ce qu'on appelle le brain fog. Donc, les femmes disent, j'ai pas de concentration, j'ai donc pas de tête, je me rappelle de rien. Rappelez-vous quand vous étiez enceinte, c'est un petit peu la même chose. Hein? Les femmes ont un petit peu de troubles de mémoire. C'est avec les fluctuations hormonales, ça peut affecter ça, mais c'est pas permanent. J'ai des femmes qui viennent me consulter, me disent, je pense que je commence la maladie d'Alzheimer. Non, madame, vous êtes ménopausée. Donc, il y a des tests aussi pour éliminer ça. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qui sont de passage. Ce qui est un peu plus inquiétant pour certaines femmes, c'est, bon, la baisse de la libido. C'est souvent accompagné par de la sécheresse vaginale, donc ils sont moins bien lubrifiés, donc c'est moins tentant d'aller de ce côté-là. Puis ça, ben, ça s'explique encore, c'est que dans la période reproductive chez la femme, je vous dirais qu'il y a deux pics de libido. Il y a deux appels. Donc, c'est avant l'ovulation, puis avant les règles. C'est comme si le corps vous disait, bon, OK, c'est le temps d'y aller, sinon, ben, on a perdu cette occasion-là. C'est un peu là, pour la perpétuité de l'espèce. Donc, mais évidemment, quand la femme n'ovule plus, on n'a plus ces deux pics-là. Donc, il y a des façons de maintenir ça. Donc, je vais vous expliquer ça après. Maintenant, quand la ménopause est bien établie, bon, il y a la post-ménopause, donc ça, c'est jusqu'au reste de la vie, donc c'est jusqu'à la fin. Et puis là, c'est le travail du médecin de s'assurer que vous ne développez pas certaines conditions. Alors, les conditions principales, ben, c'est l'ostéoporose. Ce que c'est l'ostéoporose, c'est un affaiblissement de la masse des os. Surtout après les 5 premières années suivant la ménopause. Puis après ça, bon, ça continue de progresser là, à un taux de 1 à 3 chaque année. Bon, on dit, c'est quoi, c'est une perte de masse osseuse. Moi, j'utilise toujours une petite image. Je dis, bon, imaginez que vos os, là, c'est un chantier de construction. Là, vous avez les travailleurs de la construction, c'est ceux qui reconstruisent les murs, qui remontent les murs, les travées, tout ça. Et puis, vous avez ceux qui font la démolition. Donc, c'est dommage, mais ces deux groupes-là, ils travaillent en même temps. Alors, ce qui se passe pendant la ménopause, c'est que les gens de la construction en tant que tels, il y a un petit peu de laisser-aller au travail, donc ils sont un petit peu plus paresseux parce que là, ils n'ont plus le contremaître qui les fouette, ça, c'est l'estrogène. OK? Et puis là, ben, les petits bonhommes Pac-Man, eux autres, ceux qui démolissent, là, qui font de la démolition, ben, eux autres, ils sont un petit peu plus en forme. Ils prennent, c'est comme les souris dansent quand le chat n'est pas là. Alors, c'est ce qui fait qu'à la longue, les os vont s'affaiblir. Et puis là, bien évidemment, dans les processus de construction, vous avez aussi les matériaux de construction. Bien, pour nous, c'est le calcium et la vitamine D. Donc, c'est ce qui se passe finalement. Et puis là, bon, on a des médicaments pour ça, mais c'est quand même important de le surveiller parce que là, vous allez avoir des femmes qui vont faire des fractures spontanées, fractures des vertèbres, fractures des côtes, et puis malheureusement, fracture de la hanche. Alors, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter à tout prix parce qu'on sait, de par les études, qu'une femme qui va se fracturer une hanche et qui est hospitalisée pour ça, dans l'année suivante, la plupart du temps, il y a un décès. Donc, il faut vraiment... Ça, c'est à cause des complications à l'hôpital, attraper un C difficile, tout ça mis en perspective. Donc, c'est pas une bonne chose. Donc, on essaie d'éviter ça à tout prix. Il y a des facteurs de risque. Les femmes qui sont un peu chétives, qui sont petites, sont plus à risque. C'est les femmes qui fument, les gens qui ont de la malabsorption intestinale, donc des gens qui ont eu des chirurgies bariatriques, par exemple, des problèmes, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, les gens qui ont utilisé
utiliser de la prédnisone, des corticostéroïdes pendant leur vie aussi sont plus à risque. Pour ce qui est des maladies coronariennes, c'est qu'on pense que les estrogènes protègent la femme jusqu'au moment de la ménopause. Puis après ça, ben, on n'a plus de protection. Et puis, finalement, on finit par quasiment équilibrer les hommes pour le risque cardiovasculaire. Puis aussi, l'autre chose qui se passe pendant la ménopause, c'est que là, il y a une augmentation de la production du mauvais cholestérol, des LDL. Donc, c'est une raison qui explique encore une fois pourquoi les maladies coronariennes vont être plus prévalentes chez la femme après la ménopause. Il y a des complications génito-urinaires, donc incontinence, l'urgence mictionnelle. Puis ça, c'est surtout occasionné par l'atrophie vaginale. Donc, l'atrophie vaginale, c'est une étape de plus. Avant, on parlait de sécheresse vaginale. Maintenant, l'atrophie vaginale, c'est que au niveau des muqueuses du vagin, il y a vraiment un changement de la texture de la peau. Ça devient extrêmement mince, c'est plus cartonné, ça déchire facilement. Donc, il y a de la petite peau aussi qui est comme ça, qui est autour de l'urétère. Donc, c'est par où on urine. Et puis, ça, cette petite peau-là aussi est rétrécie. Donc, ça donne des sentiments comme avoir des infections urinaires et parfois même, ça encourage le développement d'infections urinaires parce que les bactéries s'accrochent là-dedans. Donc, il faut faire attention aussi. Il y a des insuffisances, pas des insuffisances, mais des incontinences urinaires aussi qui n'ont rien à voir avec la ménopause. Les femmes qui ont eu plusieurs enfants, il y a un affaiblissement du plancher pelvien, puis ils peuvent avoir ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la vessie hyperactive, tout ça. Mais n'empêche que c'est quand même quelque chose que les femmes expérimentent beaucoup dû à la ménopause. Vieillissement de la peau, on est tous au courant de ça. Donc, moins de collagène, moins d'élastine qui est produite par la peau. Donc, la peau commence à rider un tout petit peu. OK? Et puis, le dernier, je vous en parle parce que c'est vraiment très, très, très embêtant pour une femme qui a ça. Donc, c'est le syndrome de la bouche brûlante. C'est surtout au niveau de la langue. C'est la langue qui brûle, qui est même douloureuse parfois, la bouche sèche. Puis ça, bon, on comprend pas très, très bien le mécanisme, pourquoi ça apparaît chez la femme ménopausée. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas beaucoup de traitement pour ça. Donc, on comprend pas très, très bien ce qui se passe. Puis ensuite, ben, on n'a pas beaucoup de traitement. Il y a des petites choses, mais donc, c'est pas dangereux, c'est très embêtant. OK. Alors, au niveau du diagnostic, on n'a pas besoin de faire un diagnostic. D'abord, ce n'est pas une maladie, mais si on veut dire oui, effectivement, on est entré en ménopause, c'est simple. Vous avez eu 12 mois sans période, sans menstruation, ça veut dire que vous êtes ménopausé. Bon, il y a des femmes qui veulent savoir, est-ce que je pourrais tester mes hormones? On peut le faire, surtout en période de périménopause, parce que ça va prendre du temps, parfois, comme j'ai expliqué, là, plusieurs années avant que la ménopause arrive en tant que telle. Donc, on dit, est-ce que je suis là, je suis arrivée aux changements hormonaux qui expliquent là, mes bouffées de chaleur, mes règles irrégulières. À ce moment-là, on pourrait faire des hormones, donc le FSH, LH, ça, c'est des hormones qui communiquent entre le cerveau et les ovaires. On peut aussi faire d'autres tests diagnostiques pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres maladies qui se développent là, derrière ça. Donc, pas besoin de faire des hormones pour conclure qu'on est ménopausé, mais c'est clinique, c'est 12 mois sans règle, mais si on veut, on pourrait toujours doser les hormones. Alors, comment traiter ça? Encore une fois, on ne traite pas une maladie, on traite des symptômes. Alors, pour les bouffées de chaleur, évidemment, il y a des méthodes. Hein? Donc, on peut prescrire des petites doses d'antidépressants au coucher. Ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise beaucoup l'Effexor, très, très petite dose. Gabapentin, qui est un anticonvulsivant, ça peut aider. Et puis, la clonidine, mais ça, c'est vraiment pour les bouffées de chaleur. Donc, on peut avoir des bouffées de chaleur le jour, hein, on en a parlé. Donc, c'est quelque chose qui peut aider pour ça. Ensuite de ça, bien, évidemment, il faut prévenir l'ostéoporose. Bien, quand elle est là, mais il faut la traiter. Puis, on peut avoir un regain de masse osseuse. Donc, on prescrit des médicaments qui s'appellent les biphosphonates. Ça peut être oral, donc c'est une pilule par semaine. Quand c'est pas bien toléré, on peut toujours aller vers une injection chaque 6 mois. Puis, évidemment, bien, il faut faire attention à l'alimentation. Donc, s'assurer qu'on a suffisamment de vitamine D et de calcium. Vitamine D, parce qu'on vit
dans une région géographique où on n'est pas aussi exposé au soleil. Donc, Nord-Europe, Nord-américain, on est insuffisant en vitamine D parce que la vitamine D est métabolisée au niveau de la peau grâce au soleil. Donc, il faut prendre des suppléments. Moi, je recommande toujours à peu près 3000 unités internationales quand on arrive à ce moment-là. Il n'y a rien de mal à faire 5000 unités internationales, mais au moins 3000. Le calcium, ça peut être dans l'alimentation, comme ça peut être des comprimés. Des Tums pour les brûlements d'estomac. Si vous prenez 2 Tums par jour, c'est suffisant pour votre quantité de calcium. Bon, quand on a de la sécheresse, mais surtout de l'atrophie vaginale, il y a des petits comprimés qu'on peut utiliser. C'est des estrogènes qui sont en très, très petite dose et qui vont avoir une action locale. Donc, ça ne va pas dans votre système. OK? Donc, c'est des petits comprimés qu'on insère intravaginalement et puis ça fonctionne très bien. Bon, ça arrive pas, c'est pas comme un miracle, là, hein, ça n'arrive pas overnight, comme on dit. Ça prend quand même quelques mois avant de faire effet, mais il y a comme une réjuvénation des tissus, des muqueuses. De la même façon, il y a ces comprimés-là, mais on peut aussi utiliser une petite crème. Ça, c'est souvent la primarine. Donc, on peut frotter la petite crème au niveau de l'urètre ou des parois vaginales. Donc, pour ce qui est de la lubrification, des bons lubrifiants, ça existe. Il y a aussi le Replens qui est en vente libre, qui apparemment a une efficacité quasiment égale aux comprimés intravaginaux. Avant de parler d'hormonothérapie, je vais vous dire que oui, il y a des médicaments pour traiter la vessie hyperactive. Là, il y en a plusieurs. Oxybutynin, c'est une ancienne génération, mais là, on en a plein d'autres. Je vous dirais que ça dépend un petit peu de votre couverture là, avec les assurances. Donc, il faut voir ce qui peut être prescrit pour ça. Bon, maintenant, au niveau de l'hormonothérapie de remplacement. Encore une fois, il y a un bémol là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, c'était très à la mode, aussitôt que vous étiez ménopausé, on vous prescrit les hormones de remplacement. Puis, bon, là, il faut faire attention. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'effets secondaires assez néfastes. Mais en médecine, il faut toujours peser le pour et le contre. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que de désavantages à prescrire les hormones? Donc, si vous avez une vie extrêmement misérable, on a essayé d'autres médicaments, par exemple pour les bouffées de chaleur, les biphosphonates pour votre ostéoporose, et puis ça ne fonctionne pas, bien là, évidemment, il va falloir songer à l'hormone de remplacement. Il faut juste garder en tête que, bon, c'est risqué pour le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, ça épaissit le sang, donc des risques de thrombose hein, au niveau du cerveau, au niveau du cœur, etc., etc. Ça peut même envenimer l'incontinence urinaire, puis ça peut inciter le développement de calculs biliaires. Donc, c'est pas que c'est pas possible de le faire. J'en ai beaucoup de patientes, mais je préfère que ce soit un spécialiste qui s'en occupe personnellement. Mais c'est faisable. C'est juste qu'il faut être consciente qu'il y a des risques par rapport à ça. Et puis qu'encore une fois, la ménopause, c'est pas une maladie, c'est un changement. On évolue vers un autre style de vie. Donc, et puis il y a de la thérapie pour aider les femmes à passer au travers de ça. Il y a aussi la modification de certaines habitudes de vie. Hein. Donc, c'est certain que arrêter de fumer, c'est une bonne chose, pas juste pour la ménopause. On sait que les femmes qui fument ont des ménopauses plus précoces. On en a parlé, qui ont plus de bouffées de chaleur, en plus d'augmenter le risque cardiovasculaire. Donc, on sait très bien que les fumeurs sont plus à risque de faire des blocages au niveau des artères, au niveau du cœur, etc. Bon, avoir une bonne alimentation, ça, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les femmes ménopausées. Bien, s'assurer qu'on ait introduit des produits laitiers. Ça, c'est pour notre source de calcium, de vitamine D. Mais c'est pas seulement dans les produits laitiers, hein, c'est dans certains aliments aussi. C'est pour les gens qui sont végétaliens, c'est possible. Faut faire de l'exercice et je dis de la mise en charge. Je fais rire mes patientes, mais un des bons exercices pour l'ostéoporose, c'est de sauter sur place, des jumping jacks, parce que ça envoie un message à votre corps pour vous dire renforcez-vous. Ça fonctionne beaucoup avec la gravité. C'est la raison pour laquelle les astronautes qui restent longtemps dans l'espace reviennent souvent avec une prédisposition à l'ostéoporose aussi, ou parfois de l'ostéoporose. Donc, ça a à voir avec la gravité. Donc, sauter sur place, c'est un bon exercice. Bon, relaxation pour
pour accepter là, les changements de la vie. C'est jamais mauvais, là. Le yoga, c'est bon parce que yoga, le tai chi, par exemple, c'est bon pour maintenir la masse musculaire. Donc, bonne hygiène de sommeil, là. On ne se met pas des gros pyjamas en flanellette là, pour aller dormir quand on est en ménopause. On s'assure d'avoir un environnement frais, relaxant pour favoriser le sommeil. Les exercices de Kegel, ben, c'est intéressant, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, ça ne coûte rien. Et puis, des femmes me demandent, oui, mais comment on fait ça, les exercices de Kegel? Ben, c'est très simple. C'est pour renforcer le plancher pelvien. Ça vous aide pour l'incontinence urinaire. Alors, quand vous allez aux toilettes et puis vous commencez à uriner, vous essayez de contracter les muscles pour arrêter le jet urinaire. Quand vous êtes arrivé à faire ça, vous comprenez exactement quels muscles doivent être contractés pour faire les exercices de Kegel. Ensuite, vous pouvez faire ça n'importe où, en regardant la télé, au bureau, vous pouvez faire des séries de 10 comme ça, 3 fois par jour, et puis ça aide énormément. Bon, pour les femmes, pour qui c'est important de maintenir une activité sexuelle, parce que c'est important, leur sexualité avec leur conjoint ou avec eux-mêmes, à ce moment-là, bon, on dit, ben, continuez, parce que ça favorise la circulation sanguine au niveau des organes génitaux, puis ça maintient l'élasticité. Là, je vais amener encore un autre bémol sur les produits naturels. Premièrement, il y a très peu d'études fiables qui ont été faites sur les produits naturels. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Ça peut intervenir avec vos médicaments habituels. Comme je dis, pas d'études vraiment qui supportent ça. Puis ensuite, peut-être des risques. Et surtout pour ce qui est du soya et l'igname, parce que c'est des bioidentiques. Ça veut dire qu'ils contiennent des estrogènes qui sont végétaux, OK, mais qui sont bioidentiques, c'est-à-dire qui ont la même action dans votre corps que si on vous donnait des hormones de remplacement. Ça veut dire que ça peut augmenter tous les risques dont je vous ai parlé, les risques de caillots de sang, les risques de cancer du sein, les risques du cancer de l'utérus. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Si vous avez l'intention de prendre des produits naturels, parlez à votre médecin. Alors, l'éducation, c'est la pierre angulaire. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, vos parents, moi, ma mère en tout cas, on n'y avait jamais expliqué qu'elle allait avoir des périodes, des menstruations. Évidemment, quand c'est arrivé, ça a été une catastrophe, un drame. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait, est-ce qu'elle était tombée sur quelque chose, enfin. Euh, bon, aujourd'hui, la ménopause, on peut en parler. On peut en parler avec nos copines, on peut en parler avec notre médecin. Une femme qui comprend les changements de la vie, qui sait ce qui se passe dans son corps, elle l'accepte beaucoup mieux et elle le traverse beaucoup mieux. Alors, c'est pas une fin en tant que telle, hein? C'est une nouvelle étape. Je me répète, je radote, mais enfin, c'est ce que c'est. Alors, l'épanouissement sexuel, c'est encore possible et très, très possible. Je vous ai expliqué que oui, avant, dans la période reproductive chez la femme, il y a 2 pics, mais là, on les a plus. La libido, ça se vit dans la tête, hein? C'est certain que si il y a du déplaisir, de l'inconfort qui est relié à la relation sexuelle, ben à ce moment-là, faut poser des questions. Est-ce qu'il y a de la sécheresse? Est-ce qu'il y a de l'atrophie? Et puis, on peut faire des choses par rapport à ça. Il faut en parler avec son partenaire, hein, parce qu'inventer des mots de tête tous les soirs, à un moment donné, ça finit par être difficile à avaler. Donc, il faut en parler. Hein, puis la sexualité change avec l'âge. Puis pas juste pour vous. On va parler de l'homme maintenant. Donc, il y a moyen de discuter de ça, puis il y a moyen de l'entretenir. Puis comme je vous dis, il y a des traitements pour ça aussi. Et puis, moi, je dis souvent à mes patients, écoutez, bon, là, vous avez plus cet appel-là qui arrive 2 fois par mois. Ça veut dire que là, il faut l'entretenir. Si ça compte pour vous, si c'est important pour vous, bon, on vous dit, OK, bon, les enfants sont au lit, la fin de semaine, ou bien les enfants sont partis de la maison, c'est encore mieux. Donc, on se dit, OK, bien là, on se fait un petit souper aux chandelles, un petit bain, un petit massage, et puis, il faut donner probablement plus d'importance aux préliminaires. Et puis, après ça, ben, j'ai beaucoup, beaucoup de couples qui vivent des vies sexuelles extrêmement épanouissantes jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc, ce n'est pas un problème. Je vais prendre quelques questions si vous en avez, et puis après ça, je sauterai à l'andropause. Alors, à vous de décider ce que vous voulez faire. Alors, qui sont les spécialistes en ménopause, préménopause et postménopause? Advenant que ton médecin ne réussit pas à soigner les symptômes graves. Okay. Bon, ben. Symptômes graves, ça dépend parce que c'est surtout, on fait référence au pic de chaleur. Souvent, ce qui est embêtant chez les femmes. Moi, je vous dirais, les spécialistes, c'est les gynécologues.
les gynécologues peuvent très bien prescrire les hormones de remplacement. J'ai entendu dire, pour ce qui est libido, peu un peu, la périménopause, il y a une clinique spécialisée ici à Edmonton, je pense que c'est True Balance. Eux, ils font ça. Ça ne prend pas une spécialité hein, pour aider les patientes. Le médecin de famille peut très bien faire ça. Par contre, comme je vous ai dit, moi, je le dis ouvertement, je ne suis pas très confortable avec prescrire les hormones, euh, mais je veux dire, pour tout ce qui est le reste, je peux très, très bien m'occuper de ça. Mais non, c'est les gynécologues, c'est le domaine des gynécologues. Alors, Guy, merci beaucoup d'avance pour cette belle présentation pour les femmes. Et une question ici très importante qui demande, est-ce que vous côtoyez des femmes qui viennent vous consulter, sont très nerveuses et qu'est-ce que vous faites pour les rassurer? En fait, oui, vous avez très raison. Puis c'est pour ça que je parlais du français. C'est tellement important. Puis ça va être ma diapositive de la fin. Tu sais, en tant que médecin, là, à la longue, on développe un sixième sens, hein, un œil dans le front. Hein. Puis c'est comme si on sait déjà. C'est comme un homme qui dit, par exemple, la raison de consultation, ça va être écrit personnel, plutôt que hypertension ou mal de dos ou des choses comme ça. Donc, je me prépare. Je sais à l'avance que probablement ils veulent aborder ces questions-là. Puis je vais faciliter le terrain. Donc, je vais peut-être même d'emblée poser des questions puis leur demander comment ça se passe, avez-vous commencé à avoir des bouffées de chaleur, donc il suffit de préparer un petit peu le terrain, puis je pense que la clé c'est d'être ouvert. Puis souvent ils vont pas commencer par ça, ils vont pas commencer à parler de ça, ils vont me dire, oh, tu sais, vous savez, le médicament prescrit pour l'estomac, l'autre fois ça fonctionne bien. Puis bon, on va passer à autre chose. Comme je vous dis, il y a beaucoup de désagréments, d'embarras à parler de ces choses-là. Et puis là, ça va être quelque chose qu'on va réserver vers la fin de la consultation, mais je m'en attends. Et puis, quand je vois que ça ne sort pas, le chat ne sort pas du sac, bien là, je vais commencer à en parler. Est-ce que ça va bien dans votre couple? Et puis là, bien, finalement, la patiente va aborder ça. Puis ça relâche les tensions. Je vous dirais, OK, elle comprend. Donc, je peux lui en parler. Elle est ouverte. Pour notre question en ligne, nous aimerions savoir que constitue une petite dose pour les antidépresseurs? Oui. Je vais vous donner un exemple. Les dépresseurs, souvent pour créer la pression, l'anxiété, ben là, on donne, c'est pas rare, du 75 mg, 150 mg. Maintenant, pour la ménopause, c'est un 37,5 mg, c'est minime. Donc, on commence par ça. La plupart du temps, ben, ça fonctionne. Mesdames, vous vous dites sûrement, bon, c'est pas juste, hein, les femmes, le fardeau d'avoir un corps de femme, d'avoir des règles tous les 12 mois, les douleurs de l'enfantement, la ménopause. Rassurez-vous, mesdames, vous avez votre revanche. Les hommes aussi subissent quelque chose d'assez similaire, toutefois assez différent. Ça s'appelle l'andropause. Hein? Donc, encore une fois, c'est naturel. C'est un processus de vieillissement normal. C'est toutefois moins reconnu. Pour les femmes, c'est plus facile d'aller consulter chez le médecin pour ça, parce que la ménopause, on en parle, c'est dans les journaux, tout ça. L'andropause, c'est un petit peu moins connu. Donc, c'est moins connu, puis c'est pas systématique. Ça veut dire que c'est pas tous les hommes qui vont en souffrir. C'est encore une fois, c'est un problème avec les hormones. C'est un déficit de testostérone, donc moins de production de testostérone par les testicules. Hein. Par contre, contrairement à la femme, pour l'homme, ça va pas cesser leur capacité de se reproduire. Donc, un homme est fertile jusqu'à 90 ans et plus. La seule différence, c'est que le sperme est de moins bonne qualité, mais il produit encore du sperme jusqu'à la fin de ses jours. Donc, pour l'homme, c'est pas un arrêt de la fertilité, c'est simplement certains symptômes. Pour eux, ça commence beaucoup plus tôt, vers 30 ans, même parfois on dit 20 ans selon certaines études, et puis ça progresse à raison de 1% par année. Ceci dit, c'est pas tous les hommes qui vont connaître l'andropause, alors que c'est toutes les femmes qui vont connaître la ménopause. Donc, il y en a qui sont
pas très symptomatiques, il y en a qui ne l'ont pas du tout, et puis il y en a qui sont extrêmement symptomatiques et puis qui viennent consulter pour ça. Mais je vous dirais là, qu'en moyenne, là, entre 40 et 50 ans, ben, presque tous les hommes, là, ou au moins 50% d'entre eux, auront de l'andropause. Alors, les symptômes, ça ressemble beaucoup aux femmes, à quelques différences près, hein, mais la principale raison de consultation des hommes pour ce problème-là, c'est des troubles érectiles et la baisse de la libido. Ça les affecte énormément. Ils veulent savoir pourquoi. Donc, on leur explique. Il y a une baisse d'énergie, une baisse d'endurance qui est liée à ça parce qu'il y a une perte de masse musculaire. Non seulement ça, mais il y a des douleurs au niveau des articulations, des douleurs osseuses, des douleurs au niveau des muscles. Donc, ils ont beaucoup moins d'endurance pour faire du sport, de l'exercice. Ils font de l'obésité abdominale, le pot de bière, là. Donc, et puis ça, c'est important de comprendre ça parce que autant une femme qu'un homme qui ont une masse là, de gras abdominal, ça fait des changements hormonaux. Donc, pour une femme, quand il y a beaucoup de gras dans l'abdomen, ça va transformer l'estrogène en testostérone. C'est pour ça que les femmes développent de pilosité. Et puis, pour l'homme, c'est le contraire. Donc, pour l'homme qui a une bonne bédaine, hein, donc, lui, il va y avoir une transformation de la testostérone en estrogène. Donc, c'est ce qui se passe pour eux. Ils ont aussi des troubles de concentration, des troubles de l'humeur. Pour les hommes, par contre, les troubles de l'humeur, ça peut être aussi de la colère. Donc, oups, je sais pas, on dirait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. J'essaie de tourner. OK. Non, ça ne fonctionne pas. L'andropause. OK, andropause symptômes. OK. Donc, c'est ça, des troubles de l'humeur. Ça peut être de la colère, des choses comme ça. Ils ont aussi des bouffées de chaleur, de la sudation importante. Un autre fait très, très, très gênant pour eux, hein, c'est que est-ce que vous êtes toujours avec moi? Un autre fait très gênant pour eux, c'est un autre fait très gênant pour eux, c'est la gynécomastie. Ça veut dire qu'ils font des seins. Je ne sais pas si je vous ai perdu. La magie du direct. Non, non, mais est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que vous m'avez toujours? Allô? On t'entend toujours. Oh, ben si vous m'entendez, c'est parfait. OK, je continue, je m'excuse. Bon, écoutez, donc, ça, je l'ai parlé, gynécomastie. Bon, donc, les hommes ont aussi beaucoup de symptômes reliés à ça. Et puis, il faut faire attention, par exemple, est-ce que les symptômes sont seulement liés à l'andropause ou est-ce qu'il y a des maladies sous-jacentes? Il faut chercher un peu. Évidemment, les facteurs de risque, ça se ressemble pour tout le monde. Une mauvaise alimentation parce que l'obésité, c'est le principal facteur de risque. Je vous ai expliqué un petit peu pourquoi. Le tabagisme, évidemment, l'excès d'alcool, le stress, bon, c'est certainement pas votre meilleur ami, hein. Et le fait que les hommes ne font pas d'exercice, c'est très mauvais pour eux. Donc, c'est très important pour l'homme de maintenir l'activité physique parce que ça va aider à contrer plusieurs symptômes de l'andropause en même temps. Le manque de sommeil, c'est un killer, ça tue. OK? Et puis, il faut savoir qu'il y a certains médicaments aussi qui font ça. Évidemment, les médicaments, les anti-androgéniques qu'on prend pour le cancer de la prostate, bien évidemment, ça le dit anti-androgénique, hein. Il y a certains autres médicaments, je ne veux pas m'avancer là-dessus. La finastéride, c'est le traitement qu'on donne aux hommes pour maintenir les cheveux, pour prévenir la chute des cheveux. Puis, il y a certaines maladies, diabète, hypertension, etc., etc. Ceci dit, il y a beaucoup de traitements et puis je vous dirais de maladies aussi qui vont interférer aussi avec la dysfonction érectile. Donc, la dysfonction érectile, ça fait partie de l'andropause, mais c'est une entité en soi. OK? OK. Donc, un petit test que les hommes peuvent faire eux-mêmes, ça s'appelle le ADAM. C'est des questions qu'on se pose. Il y a 10 questions. Et puis, bon, avez-vous constaté une baisse de libido? Éprouvez-vous un manque d'énergie? Avez-vous remarqué une diminution de votre force musculaire? Votre taille a-t-elle diminué? Parce qu'ils font aussi de l'ostéoporose. Les hommes, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Avez-vous remarqué une réduction de votre joie de vivre? Sentez-vous triste ou particulièrement irritable? Vos érections ont-elles perdu de la vigueur? Sentez-vous que vous avez moins de facilité à pratiquer du sport? Vous endormez-vous après les repas? Encore une fois, attention, ça peut être à cause du diabète, hein? Ça ne veut pas dire que c'est l'andropause. Et votre rendement au travail est-il affecté depuis peu? Ben, ça peut être l'anxiété ou c'est tout court. Donc, il faut faire attention. Du coup,
Quand vous avez répondu positivement à la question 1 et à la question 7, that's it. On dit, OK, c'est bon, vous avez de l'andropause, ou bien à 3 de ces questions-là. Ça vous indique, vous, bon, ben, je devrais peut-être consulter mon médecin, vous venez voir votre médecin, et puis là, systématiquement, oui, on va procéder à un test diagnostique qui est le dosage de la testostérone totale et biodisponible, contrairement à la femme où on dit, ben, écoutez, on peut tester les hormones si vous voulez, si ça peut vous rassurer, mais ce n'est pas nécessaire. Tandis que chez l'homme, oui, il faut le faire. Puis il faut peut-être aussi faire d'autres bilans sanguins pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres causes comme du diabète et des choses comme ça, et puis d'autres maladies là, métaboliques ou endocrinologiques. Okay. All right. Donc, mode de vie, obésité abdominale, je l'ai dit, c'est probablement le principal facteur de risque. Donc, il faut essayer d'avoir une alimentation équilibrée puis faire de l'exercice, apprendre à gérer son stress. Les hommes aussi peuvent bénéficier de faire du yoga, de la méditation, des choses comme ça. Très important. Donc, faire de l'exercice régulièrement, je l'ai dit, mais surtout de la musculature. Donc, pour aider à compenser pour les pertes musculaires. Il faut diminuer la consommation d'alcool parce qu'il y a une compétition qui s'effectue au niveau du foie entre l'alcool puis la production de testostérone. Alors, il faut décider, je veux-tu boire ou bien je veux préserver ma testostérone. Il faut améliorer la durée du sommeil, dormir moins de 6 heures par jour, ça diminue les taux de testostérone d'à peu près 15 %, c'est énorme. Et puis, oui, si pour vous, c'est important de continuer à avoir des relations sexuelles, ben, il faut augmenter la fréquence pour stimuler la production de la testostérone. Sinon, ben, c'est comme on dit, si on ne l'utilise pas, on le perd. Donc, au niveau du traitement, parce que oui, on traite d'emblée l'andropause pour les hommes que ça dérange. On y va du côté pharmaceutique. Il y a 4 formes d'hormonothérapie. Il y a les thymnes, les comprimés, les gels, les injections intramusculaires. Je vous dirais qu'elles sont toutes assez efficaces. Il y a des désagréments pour chacune. Je pense qu'en général, c'est les thymnes transdermiques puis les gels transdermiques qui sont bien utilisés. Les thymnes, le désavantage, c'est que parfois ça décolle, surtout si c'est un homme qui travaille sur construction, beaucoup de sudation. Donc, ça peut décoller, c'est embêtant. Ensuite de ça, les comprimés oraux, ça peut être contre-indiqué dans certaines maladies. Les gels, il faut faire attention, pas contaminer ses enfants ou sa femme avec de la testostérone. Et puis, les injections intramusculaires, comme ça se fait 2 fois par semaine, bien, ça peut entraîner des sautes d'humeur. Attention, il faut monitorer, il faut doser la PSA, qui est une substance libérée par la prostate pour s'assurer que quelqu'un ne développera pas un cancer de la prostate. En général, je vous dirais que les hormones de remplacement, ça ne déclenche pas des cancers de la prostate, mais ça peut faciliter le développement d'un cancer. En tout cas, ce qui est à éviter, on ne prescrit pas ça pour les hommes qui ont un cancer de prostate, cancer du sein, des hommes qui ont de l'apnée du sommeil ou des hommes qui ont déjà un tempérament assez agressif. La dysfonction érectile, vous êtes au courant, mais je pense que le message important ici, c'est de traiter la cause. Hein. Si on a un diabète qui est mal géré, de l'hypertension, de la dyslipidémie, si on fume la cigarette, il faut se rappeler que c'est une maladie vasculaire, hein, ça, la dysfonction érectile. Là. Le pénis, il contient des corps caverneux, puis ça se remplit de sang. Donc, si on a des difficultés, si nos vaisseaux sanguins ne sont pas très efficaces, bien évidemment, ça ne fonctionnera pas dans ce département-là non plus. On sait qu'on a des comprimés qu'on peut prendre Viagra, Cialis chaque jour ou au besoin. Il y a des suppositoires, il y a des injections, il y a des implants. Ça, rendu là, ça appartient au domaine de l'urologie. C'est plus tellement au niveau du médecin de famille. Évidemment, j'encourage les hommes aussi à faire un peu de psychothérapie, de la thérapie de couple, pour comprendre où on en est, puis de discuter, puis d'en parler avec ses collègues, comme au même titre que les femmes qui en parlent avec leurs amis ou leurs médecins. Alors, ma conclusion, ben oui, alors pour les patients, c'est pas facile de parler de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte, ils se sentent diminués, ils sont pas toujours confortables. C'est beaucoup lié aussi à la culture. Hein. J'ai beaucoup de patients francophones qui proviennent d'Afrique. Pour eux,
on parle pas de ça, là, de la dysfonction érectile ou de la baisse de la libido, hein. Donc, il faut les encourager à se confier. C'est des gens qui se sentent souvent beaucoup limités. Mon Dieu, j'ai pas toute ma tête, je me sens plus fatiguée, j'arrive pas à faire mes journées comme avant. Donc, c'est très embêtant d'être obligé de se confier là-dessus. Bon, les gens s'inquiètent, ils disent, bon, ça y est, je suis arrivée là, est-ce que j'en suis finie, je ne peux plus rien faire, le vieillissement. Donc, c'est embarrassant, c'est inquiétant pour les patients. Parfois, ils ont peur d'être jugés, mais bon, ça dépend de la relation que vous avez avec votre médecin. En principe, on devrait être capable de communiquer sans barrière avec son praticien. Et puis, c'est pour ça que je conclue en disant qu'être en mesure de s'exprimer dans sa langue première avec son médecin, savoir qu'il saisit les nuances du langage, des expressions employées, qu'il peut lire entre les lignes, ça diminue beaucoup de l'anxiété ressentie par les patients durant la consultation par rapport à ces sujets-là. Donc, encore une fois, je pense que même en Alberta, tout le monde devrait avoir droit à ce service essentiel. Merci. Alors, je vais prendre vos dernières questions. On a une question du côté de Bonneville. Elle vient de là-bas. Oui. Ma question, c'est comment faire pour éviter le cancer de la prostate au niveau des jeunes? Ben, comment faire? C'est-à-dire que le cancer de la prostate, ça ne s'évite pas tellement. C'est une maladie, ça peut être lié à des facteurs génétiques, mais la surveillance. Moi, je vous dirais, la surveillance, allez faire votre examen physique chaque année chez votre médecin. Bon, il y a le dépistage de la PSA, c'est controversé. Même, je vous dirais que le toucher rectal, c'est controversé aussi parce qu'on ne sait pas si on va toucher la lésion ou pas. Puis des fois, on peut faussement réassurer le patient, lui dire, OK, ben non, tout est beau. Moi, je continue à utiliser la PSA quand ça augmente, puis si le patient a des symptômes urinaires. Donc, ça veut dire que c'est une bonne raison pour moi de l'envoyer chez l'urologue. Ça dépend, hein. Tous les médecins de famille ont leur façon de procéder. Il n'y a pas, je ne vous dirais pas qu'il y a quelque chose de mal, il n'y a pas de mauvaise façon de procéder. On peut faire le toucher rectal, mais certainement de consulter le médecin, puis le médecin va questionner la plupart du temps sur les symptômes reliés à ça. Donc, pour empêcher le cancer de la prostate, on ne peut pas. C'est certain que si vous n'avez pas fait vos examens depuis 10 ans, puis vous voulez avoir de la testostérone, ben là, il faut peut-être commencer les analyses, puis surveiller à long terme. Merci beaucoup. Du côté de Calgary pour 2 minutes de questions. Oui, une question sur Calgary. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, je commence. Est-ce que les hommes expérimentent des pertes de mémoire comme chez la femme qui les met plus tristes ou des formes de colère exagérée? Ah, absolument, absolument. Oui. C'est qu'ils ne comprennent pas toujours ce que c'est, ils mettent ça sur le dos du stress. Ils ont trop de stress financier, etc., etc. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Je ne peux pas vous dire c'est quoi le pourcentage, tu sais, mais oui, ça arrive. Puis encore une fois, c'est à cause des changements hormonaux. Est-ce que la vitamine D est aussi importante chez l'homme que chez la femme durant l'andropause? Oui. Oui, parce qu'il y a une perte de masse osseuse aussi. Je vous ai dit, l'ostéoporose, c'est pas que pour les femmes, c'est pour les hommes aussi. Puis pour toutes sortes d'autres raisons, la vitamine D, hein, apparemment que c'est bon pour le système cardiovasculaire. Donc, ça a beaucoup de fonctions. Donc, pas seulement pour ça, c'est parce qu'on est déficient. On est déficient à cause de notre localisation géographique. Donc, il faut supplémenter. Je pense que c'est la vitamine que je recommande à presque tous mes patients. Parce qu'on dit souvent que c'est la femme aussi qui en a besoin, mais 3 000 à 5 000 chez l'homme aussi? Oui, 3 000. Pourquoi pensez-vous qu'on entend moins parler de l'andropause que de la ménopause? Ah, oui, bien, je vous dirais que ça remonte à loin, hein? C'est le rôle de l'homme, hein, ça, dans les familles patriarcales et tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup une question de mentalité là-dedans. Donc, l'homme ne peut pas se permettre de vivre des choses comme ça. L'homme est au-dessus de tout, il est fort. Donc, c'est le symbole qu'on associe à la masculinité. Donc, je pense que c'est pour ça. Comme je vous ai dit, c'est pas aussi reconnu, même dans le domaine médical, hein. Ils ont donné plusieurs termes à ça, comme l'androgène relié à l'âge ou l'hypogonadisme relié à l'âge ou des choses comme ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on apprend en faculté de médecine, mais c'est quelque chose qui existe.
Puis c'est important d'en parler. Puis c'est pour ça que l'éducation, c'est important. Et puis d'en parler avec son médecin de famille. Quand mes patients viennent me voir et me disent, vous savez, ça ne marche pas très bien dans le département d'en bas, je me demande. Et puis là, c'est le temps d'en parler, de dire, écoutez, ça arrive souvent chez les hommes, c'est normal. Même j'ai des jeunes hommes aussi qui viennent me voir, puis je dis, vous savez, la testostérone, ça diminue à partir de 30 ans. Donc, ce n'est pas inhabituel. Donc, on va doser, on va essayer de voir, est-ce que c'est à cause de l'anxiété? Est-ce que c'est à cause il y a d'autres facteurs. Donc, c'est le moment d'en parler, puis d'expliquer, vous savez, l'andropause, ça existe. Puis là, on rigole en disant, bon, c'est un peu comme la ménopause des hommes. C'est pas vrai, mais ça se ressemble. Merci beaucoup. Du côté en ligne, pour 2 minutes. Oui, donc nous avons une question. Est-ce que nous avons des urologues francophones à Calgary? Ah, ça, c'est une bonne question. Écoutez, je ne sais pas. Parce que moi, je suis à Edmonton, puis je pense qu'à Edmonton, il n'y en a pas. Fait que à Calgary, moi, je vous dirais qu'il n'y en a pas. Il y a une façon de voir ça. Par exemple, vous allez sur le site du Collège des médecins, et puis, parce que les médecins sont répertoriés, puis ils vous disent dans quelle langue les médecins parlent. Donc, si vous voulez, ou même vous pouvez les appeler, dire, écoutez, moi, j'aimerais ça avoir accès à un urologue francophone. Est-ce qu'il y en a un à Calgary? Puis il serait en mesure de vous le dire. Il faut divulguer notre langue au Collège des médecins. Même si je parlais espagnol, je le dirais. Merci beaucoup. Une fois de plus, je tiens à vous remercier chaleureusement, Madame Hildebrand, Dr. Hildebrand, pour avoir partagé avec nous plutôt, ces connaissances et pour tout ce que vous avez fait justement dans la communauté. Votre contribution est inestimable et nous sommes très reconnaissants de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne continuation. Une main d'applaudissement! Merci beaucoup. Merci.